3, 2, 1... Ok. Salut tout le monde, c'est Théo. Si vous me suivez, vous n'êtes pas sans savoir que l'une de mes passions, c'est Halloween. J'adore les films d'horreur, les maisons hantées, les événements horrifiques et tout ce qui tourne autour de cette thématique. Disclaimer, quand je parle de maisons hantées dans cette vidéo, je parle pas d'esprits, de fantômes, etc. Mais je parle d'attractions touristiques avec à l'intérieur des acteurs qui consistent à faire peur. Retenez bien ça. À chaque fois que je parle de ma passion avec des gens, on me demande toujours si je connais le Makame Manor. J'ai cherché donc ce que c'était ce fameux Makame Manor, j'ai fouillé, et ce que j'ai trouvé, ça m'a juste littéralement glacé le sang. Cette vidéo, c'est le fruit de plusieurs dizaines d'heures de travail, de jours et des jours de recherche, de recueil de témoignages, pour avoir toutes les infos qui sont dans cette vidéo. Pour bien comprendre ce qui va suivre, dans un premier temps, je vais vous expliquer ce qu'est le Makame Manor, parce que beaucoup de faux chiffres circulent, de fausses informations, tout n'est pas vrai, tout n'est pas faux, mais il faut quand même une clarification, et c'est ce que je vais faire du coup dans cette première partie. Le Makame Manor, c'est une attraction horrifique extrême qu'on appelle une extreme haunt. C'est-à-dire qui consiste à générer des réponses émotionnelles extrêmes de la part du participant avec des moyens narratifs, des douleurs psychologiques ou des douleurs physiques. Créé au début des années 2000 par Ross Makame, qui est un ancien membre de l'armée américaine maintenant à la retraite, le Makame Manor se trouve aux États-Unis, plus particulièrement à San Diego en Californie. Cette attraction, elle est connue pour être la pire maison hantée au monde due à son niveau extrême de sensations qui nous est promis de vivre à l'intérieur de cette maison hantée. Please. Look at her. Please don't. Ici, pas de zombies, pas de comédiens qui vous courent après, mais vous êtes littéralement le héros d'un film d'horreur où vous allez subir des actes de torture et où vous allez vivre des choses psychologiquement qui vont vous détruire. Le but, tout simplement, c'est de voir quelles sont vos limites, jusqu'où vous pouvez tenir, et l'expérience dure 6 heures, et si vous arrivez au bout de ces 6 heures, vous obtenez la somme de $20 000. Haunted house in the United States is offering $20,000 to anyone who could finish it. Dans ces premières années, c'est-à-dire au tout début des années 2000, le Makame Manor, c'est une attraction du type Halloweenesque qui consiste simplement à déambuler dans des couloirs sombres, décorés dans des ambiances d'Halloween, avec du sang, un peu de fantômes, un peu d'esprits, des gens déguisés, des acteurs qui vous surprennent dans les coins de la pièce. Tout ça installé dans le jardin d'une maison familiale dans un petit quartier tranquille des États-Unis. Tout ce qu'il y a de plus basique. Mais au fur et à mesure du temps, l'intensité elle a commencé à être de plus en plus présente. Et au bout d'un moment, les voisins ont décidé de dire stop parce que c'était plus vraiment familial et ça correspondait plus trop à le type d'attraction que pouvait avoir un quartier comme celui-ci, un quartier familial. Russ, donc, le propriétaire, il simulait des kidnappings avec un van pour faire rentrer les participants dans sa maison hantée. Ce qui posait un problème dans le quartier parce que, justement, les voisins voulaient plus laisser sortir les enfants. C'était vraiment bizarre. Il a donc déménagé dans le Tennessee, à l'opposé total des États-Unis, pour pouvoir avoir un plus grand espace, pour pouvoir reconstruire du coup son terrain de jeu. Et du coup, ça lui a coûté $500 000 pour sa maison et sa salle de jeu, sa maison hantée, le Makame Manor. Aujourd'hui, Russ fait des événements où il donne des noms à ses spectacles, comme il appelle. On a par exemple The Chamber, Dissolution. C'est des noms qui veulent tout et rien dire, on sait pas trop ce que ça représente, mais à chaque fois, c'est des expériences différentes, toujours dans le Makame Manor. Grâce à l'attention des médias, du buzz qu'il y a eu autour de sa maison, il y a eu énormément qui se sont intéressés et il y aurait plus de 17 000 personnes qui se seraient inscrites sur une liste d'attente pour participer à l'expérience. Expérience qui se veut du coup comme la pire expérience d'horreur du monde. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que le Makame Manor? Pourquoi autant de gens sont en file d'attente pour participer à cette expérience? Et c'est exactement ce qu'on peut voir sur les vidéos qui sont actuellement sur internet. C'est une pseudo-torture où les participants deviennent fous, perdent connaissance. Tout ça pour un jeu. Et lorsque votre tour est arrivé pour participer au Makame Manor, la somme qu'il vous faudra débourser pour rentrer et participer à l'aventure est de $0. C'est gratuit. Le mec demande rien, c'est gratos. Lorsque vous participez à l'expérience, vous êtes seul ou potentiellement à un certain moment accompagné d'une seule autre personne.
grand maximum donc 2, et vous devez signer des dizaines et des dizaines de papiers, entre guillemets, qui vous assurent et qui vous annoncent tout ce qui va vous arriver à l'intérieur du Makame Manor. Et avant de participer également, vous devez fournir à Russ un certificat médical d'aptitude physique, un certificat médical d'aptitude mentale, un certificat comme quoi, enfin en dépistage de drogue, et 2-3 autres certificats qui vous assurent que vous êtes apte à participer à une expérience horrifique, horrible. Une fois les documents remis et signés, vous êtes entre les mains de Russ et de ses acteurs. Votre cauchemar commence immédiatement. Bon, maintenant que vous savez ce qu'est le Makame Manor, c'est à partir de ce moment-là que mon enquête a pris une autre tournure et tout est devenu un peu étrange. Déjà que l'expérience est extrêmement controversée de par sa violence, ce que j'ai découvert en plus de tout ça, ça m'a vraiment terrorisé. Certains participants au Makame Manor ne sont même pas au courant de ce que je vais vous raconter et de ce que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. C'est pour vous dire. J'ai essayé vraiment de tout décortiquer, les moindres documents, les moindres témoignages, les moindres apparitions télé, les moindres petits bouts d'extraits de tout pour en tirer la vérité, pour essayer de réellement comprendre ce qu'est le Makame Manor et pourquoi cette personne torture des gens et pourquoi des gens vont se faire torturer. Et ce que je vais vous dévoiler va vous faire halluciner vraiment. Déjà, j'avais un drôle de pressentiment parce qu'à chaque fois qu'on me parlait de cette maison hantée, je trouvais ça fou et je comprenais pas, donc j'ai vraiment essayé de trouver des témoignages d'anciens participants à cette expérience, des témoignages des employés qui participaient en tant qu'acteurs, et j'ai essayé un peu de rassembler tout ça, de lier certains éléments, et j'ai eu tellement d'informations que je sais même pas par où commencer, sincèrement, il y a tellement de choses qui sont folles dans cette histoire, que je vais essayer de vous le faire plus ou moins dans l'ordre. Alors on va remonter dans l'époque et on va commencer au début de ce qu'était le Makame Manor, à l'époque où c'était encore à San Diego en Californie et où c'était pas spécialement une expérience d'aventure, enfin d'horreur extrême, c'était simplement la petite maison hantée. An extreme Halloween, San Diegans spending tens of thousands of dollars just to spook up the neighborhood. Russ Makame created a house of horror that would rival anything in a carnival or theme park. 9 rooms, animated ghoulish figures. You wonder what he spent on it. This year, about $30,000. J'ai retrouvé un ancien employé qui travaillait là-bas, on va l'appeler Gigi pour la vidéo. Il s'est retrouvé du coup à travailler pour Russ en tant que comédien parce que l'un de ses potes à lui travaillait justement dans la maison hantée et il en a parlé à Russ et du coup ils se sont mis en contact et ils se sont dit bah viens bosser. Il a dit ok, je viens bosser avec toi. C'est comme ça que leur collaboration a commencé. Donc lui, ce qu'il faisait là-bas, c'est qu'il était comédien. Parfois, il expliquait qu'il était dans certaines salles déguisé en clown pour faire peur aux gens. Certaines autres fois, il était sur la chaise électrique et il devait faire semblant d'être électrocuté. Et parfois, il était aussi déguisé en nounours. Et quand il y avait des gens qui passaient, il devait leur faire des câlins. C'est un peu bizarre, mais il était pas très à l'aise avec ça d'ailleurs. Il trouvait que c'était un peu hors sujet, un peu hors contexte, un peu déplacé. Et il était super content, lui, de bosser là-bas, parce qu'à l'époque, c'était vraiment le truc à faire dans son école. J'ai bien dit dans son école, parce que ce que je vous ai pas précisé, c'est que Gigi n'avait que 11 ans. Il avait 11 ans quand il faisait ce genre de choses. Bon, moi j'ai trouvé ça un peu étrange qu'à 11 ans, on fasse déjà bosser quelqu'un dans ce genre de choses et qu'on lui fasse faire des trucs un peu étranges. À 11 ans, simuler des chaises électriques, des câlins, des nouilles... Bon, ça, écoutez... Dans l'embarras, je me suis dit, ok, ça peut arriver, c'est peut-être, bon, un ami, voilà, il lui a dit, viens, on va bosser, amuse-toi, machin, bon, ok. Dans le doute, on ne relève pas ça. Il expliquait que l'ambiance de travail était plus ou moins sympa, parce que, du coup, Russ et aussi sa femme organisaient des repas à la fin des journées de travail, donc du coup, ils allaient manger avec les comédiens dans la maison familiale le soir, quand ils avaient fini, c'était sympa. Mais Gigi... il dit quand même que Russ était étrange parce que parfois il donnait des ordres aux comédiens et il était assez brutal dans sa façon de parler, dans sa façon de faire. Il n'hésitait pas à être un peu insultant. Et en fait, Russ était extrêmement hautain, extrêmement brutal dans sa façon de parler. Et il expliquait que personne n'était à son niveau pour avoir la qualité qu'il avait envie d'avoir dans sa maison hantée. En gros, il leur disait par A plus B qu'ils étaient nuls et qu'ils faisaient de la merde. Plus ou moins. Et Gigi disait qu'il était vraiment possédé par sa maison hantée, quoi. Tout le temps, il y pensait H24, il vivait, il mangeait, il dormait Makame Manor, il pensait qu'à ça, il faisait que ça de ses journées. Du coup, voilà, c'était vraiment son bébé, quoi. Un beau jour, Gigi a voulu quitter le job, a voulu quitter le fait d'être comédien dans le Makame Manor. Il a donc informé Russ de son choix et Russ lui a fait un ultimatum. Soit tu restes dans la maison et tu es comédien, soit
tu pars, je ne veux plus te voir et tu restes avec tes amis et tu continues à jouer avec tes amis d'enfance. Donc là il s'est dit un peu, oula, ok, bah il a décidé de partir quoi finalement parce que c'était son choix principal. Et là il se passait des choses un peu étranges, en fait Russ, il allait en voiture voir, vérifier si Gigi était vraiment en train de jouer avec ses amis. C'était vraiment, c'était un peu étrange, il comprenait pas, il était là. Et quand il voyait qu'il jouait avec ses amis, il hésitait pas à appeler les téléphones, etc. Et il faisait pleurer ses amis au téléphone et il leur disait des choses horribles. Donc déjà là, genre il avait un comportement ultra creepy. Et Gigi, il comprenait pas ce qu'il foutait en fait. Il était là en mode mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'amusait vraiment à faire peur à des enfants. On sait pas trop pourquoi. Donc déjà, à partir de ce moment-là, on commence à se douter qu'il y a un truc un peu étrange autour de Russ, vous voyez. Ensuite, le temps passe et quelques années plus tard, Russ et sa femme Carol décident de divorcer. Les seules choses qu'elle va dire, c'est qu'il était flippant et il était... Attendez que je reprenne ces mots. Elle disait que c'était un malade et qu'il était flippant. Rien de plus, j'ai trouvé aucune information à ce sujet, donc c'est... voilà. Ça reste sur ces mots. Mais tout ça, ça me suffisait pas pour établir un constat, de me dire qu'il se passait des choses étranges, et du coup j'ai continué à chercher, et donc là maintenant on arrive à l'époque du Makame Manor, qui est l'extrême hante, vraiment la maison hantée de l'extrême, et à partir de maintenant vous allez découvrir ce qui semble être la vérité. Le premier point qui m'a donné envie de pousser la réflexion, c'était de savoir pourquoi il avait tenté de déménager, pourquoi il est passé de San Diego au Tennessee, qui est vraiment littéralement l'opposé total de là où il était avant, où il habitait de base. Et il n'y a pas beaucoup de réponses à ce sujet, il y a surtout beaucoup de théories, il y a des théories qui disent qu'il aurait eu une pression de l'État californienne, une autre qui dit que les voisins l'ont fait partir, une autre qui disait que San Diego, la ville, c'était trop cher pour lui. Enfin, il n'y a vraiment aucune réponse, c'est beaucoup de points d'interrogation, on ne sait pas vraiment la raison pour laquelle il a déménagé de San Diego à Tennessee pour réinstaller son activité. On sait pas. En tout cas, maintenant, ce que vous devez retenir, c'est que tout ce qui va se passer, ça se passe dans le Tennessee, et non plus à San Diego. Là, on est parti de l'autre côté des États-Unis. On est donc à Summertown, dans le Tennessee, et comme on peut le voir sur les plans sur Google Maps, il n'y a absolument rien à des kilomètres à la ronde. Je pense que c'est sûrement pas un hasard, mais c'est dans ce bâtiment-ci que prendra place l'expérience entre guillemets 2.0 du Makame Manor. C'est cette sorte de grange où il n'y a pas grand-chose, où il y a ce jardin immense. On peut voir du coup des sortes de labyrinthes, des autres bâtiments qui sont autour. Enfin, moi ce que je trouve étrange, c'est que Google Street View n'est jamais allé là-bas. Vous savez, où on peut voir dans la rue, se déplacer dans la rue comme si on y était. Ce que je trouve étrange, c'est que Google Street n'est jamais allé là-bas. C'est l'une des seules rues de l'alentour où Google Street n'est pas passé. On peut donc pas aller voir ce qui se passe dans cette rue. Ce que je trouve extrêmement étrange, sachant que Google est bien plus développé aux États-Unis que par exemple en France. Et sachant qu'en France, même dans les toutes petites campagnes, les bleds paumés, on peut aller parfois avec Google Street View. Je comprends pas pourquoi aux États-Unis, chez eux, dans cette rue, c'est pas possible d'y aller. Peut-être que tout ce truc c'est une paranoïa, mais il en empêche pas que c'est quand même assez étrange que pile à cet endroit-là, pile cette rue-là, voilà, bon, vous voyez ce que je veux dire. On continue. Comme je vous le disais au début, les participants sont censés remplir un questionnaire de 40 pages avant de participer à l'expérience. Et comme on peut lire de tout et de rien sur internet, on peut voir des articles, des vidéos, machin qui disent tout et n'importe quoi, je me suis renseigné, j'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures à me renseigner à propos de ce fameux contrat, de ce document, de ces papiers que les participants devaient signer pour savoir à quel point c'était bizarre, 40 pages quand même. Je me suis renseigné, j'ai fouillé. Voilà ce que j'ai réussi à trouver. Le fameux contrat que les participants doivent signer. Alors on va rétablir tout de suite la vérité, ce document ne contient pas 40 pages comme on peut le lire partout, mais 23 très précisément. Et celui que j'ai entre les mains date de l'époque, par contre, de San Diego. Faut savoir que c'est un document qui est extrêmement rare, voire quasi impossible à obtenir si vous ne faites pas l'expérience. Peu de personnes qui ont eu ce document comme moi entre les mains ont participé au Makame Manor. Donc je suis pas peu fier de ma trouvaille. Donc comme je vous le disais, il date de San Diego, celui-ci, donc de l'ancienne version du Makame Manor, mais ça change pas grand chose sur ce qu'il y a à l'intérieur, il y a peu d'articles qui ont été modifiés. Donc, comme je vous disais, Russ fait signer ces documents, paraffer toutes les pages et signer ce document à tous les participants qui vont entrer dans le Makame Manor. C'est un peu une façon pour lui de se déresponsabiliser s'il y a des problèmes, et c'est une façon de préciser noir sur blanc tout ce qui va se passer à l'intérieur, et aussi d'avertir les participants parce que tout ce qui leur arrive est écrit là-dedans.
c'est exactement ce qui se passe dans cette maison. J'ai donc passé pas mal de temps, des heures à décortiquer ce contrat, essayer de comprendre ce que certaines choses voulaient dire, etc. J'ai surligné, je suis revenu, je suis repassé, j'ai demandé à des personnes qui s'y connaissaient ce que ça pouvait dire et ce qu'on pouvait trouver de grave dedans. J'ai donc fait une petite sélection de tout ce qui moi m'a paru choquant et il y a des trucs honnêtement ça m'a fait juste pleurer de rire parce que ça me paraît complètement improbable qu'une personne normale et sensée veuille signer ce genre de choses et qu'une personne les crée et que ça soit enfin j'ai trouvé ça juste bon. Regardez. Alors voilà quelques articles du document que j'ai trouvé. Article 3. Si la police arrive sur les lieux, le participant doit reconnaître que cela est un jeu. D'accord, c'est déjà très angoissant, c'est le 3e article parmi les 23 pages, ça annonce déjà la couleur. L'article 4 précise que le participant est d'accord avec le fait que ça peut avoir un aspect négatif et un impact négatif sur sa santé mentale. Encore une fois, on est où là ? L'article 5 stipule que le candidat est d'accord pour payer l'intégralité des résultats causés par l'expérience, donc médicalement parlant, il est d'accord pour payer tous les dommages qui vont pouvoir lui être infligés. Article 13. Donc le candidat en gros cède ses droits photos et vidéos et il autorise la publication. L'article 17, le candidat est d'accord avec le fait que ses os soient brisés. L'article 20 précise que rien n'est dangereux et que tout ça est juste un jeu. L'article 25, ça précise que à la fin du tour, ils ne seront pas menacés. L'article 28 précise qu'ils acceptent tout traitement sauf des actes sexuels. Article 41 précise que l'expérience sera en live depuis les Philippines, la Thaïlande et Las Vegas. Justement, ce point, on en reviendra après, qui est, selon moi, l'un des éléments les plus graves de toute cette histoire. L'article 49, il peut potentiellement avoir des dents extraites sans anesthésie si il est amené à passer voir le dentiste, qui est du coup quelqu'un qui joue un rôle d'un dentiste dans la maison. Ils peuvent donner des pilules aux participants pour leur donner des hallucinations. L'article 96, il est d'accord avec le fait d'être filmé et de jamais, en gros, avoir les montages vidéo. L'article 109, possibilité d'être en contact proche avec du feu ou la possibilité d'être brûlé. L'article 129, s'il dit stop, l'expérience va s'arrêter doucement mais va finir en humiliation. L'article 138, ça peut durer jusqu'à 36 heures s'ils ont envie de continuer l'expérience. Je pourrais continuer comme ça pendant des heures et des heures à vous dire tous les articles qu'il y a dedans, à tel point c'est improbable. Il y a aussi un article qui précise que comme quoi si pendant l'expérience ils sont amenés à aller voir le barbier, ils peuvent se faire intégralement raser la tête, y compris les sourcils. Ça dit encore plein d'autres choses improbables, mais que voilà, on peut potentiellement t'écraser les extrémités du corps, donc les doigts, les jambes, les pieds, les orteils. On peut t'arracher les ongles. Comme ça, il précise que quand même c'est pas un fight club, que personne n'est ici pour faire... Bref, je vous dis, cette chose est juste mais monstrueuse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque les participants ont ça entre les mains, ils doivent le lire à voix haute et ils sont filmés pour le lire. Do you understand what you read? Raise your hand if you do. I read the waiver. I agree to it. Agreed. Encore une fois, je pense que ça doit lui l'assurer de son côté à ce que si jamais on se retourne contre lui, les participants ont tout précisé qu'ils étaient d'accord. Et il faut savoir surtout une chose, c'est qu'à partir du moment où vous avez ça entre les mains et que vous faites l'expérience, vous acceptez tout ou rien. Si vous venez de l'autre bout du monde, que vous voulez faire cette expérience, vous devez tout accepter point par point, vous pouvez pas négocier. Si vous refusez un point, si vous refusez qu'on vous rase la tête par exemple, vous pouvez rentrer chez vous, ça va même pas de négociation, vous acceptez tout ou rien. Tout à la fin du contrat, il y a deux choses aussi moi qui m'ont un peu genre titillé l'esprit, je me suis dit mais c'est bizarre, je me le suis noté, c'est que voilà, à la fin c'est précisé que la police est mise au courant du film tourné. Ce qui est assez étrange. Voilà, je sais pas vraiment quoi dire. Le contrat, il a une clause de confidentialité, et c'est surtout ce que je voulais savoir, de 120 mois, ce qui correspond donc à 10 ans. 10 ans de confidentialité pour toutes les personnes qui ont participé à cette expérience. Donc c'est pour ça qu'il y a peu de témoignages et qu'on trouve peu d'informations sur ce sujet. Il y en a pas beaucoup qui ont osé parler. Because there's too much to it that I can't really... Yeah. You know, it's possible. I'm just wondering legally how they can get away with this, because what they are inducing is a form of psychological torture, but for fun. And what's scary is that I, as a therapist, would never sign off on any of my patients or anyone I know. Il y a aussi une des choses qui m'a clairement marqué, c'est que l'expérience coûte $0.
Zéro, rien. Vous devez juste ramener un sac de croquettes pour chien. Alors déjà, ça c'est super creepy, je sais pas ce que vous en pensez, mais de où tu dois juste ramener un sac de croquettes pour chien? To bring dog food because you didn't pay to get in, you just donated dog food. Pourquoi? Comment? Je sais pas, mais c'est bizarre. Ça prouve déjà qu'il y a un truc bizarre dans l'histoire. Moi, ce que je comprends pas, c'est comment un business peut fonctionner, comment il a pu investir 500 000 euros en ne touchant rien de la part des participants. Come here, Brindley. Come here, old man. Russ is just a good guy. You know, I'm not what you think. Comment il paye ses acteurs? Comment il rembourse ses décors? Comment il achète du nouveau matériel? Comment? C'est beaucoup de points d'interrogation par rapport à ça. J'ai pas compris et je me suis dit qu'il devait y avoir quelque chose. C'est pas possible qu'il ne touche absolument aucune source financière avec tout ça. C'est pas possible. I can't go into detail about what was so terrifying. Parce qu'il faut savoir du coup que la retraite de Russ est de $800 par mois, ce qui est peu pour quand même investir 500 000 $ dans tout ce qu'il a fait et pour vivre tout simplement. J'ai trouvé des témoignages d'anciens participants, de personnes qui ont testé cette expérience. Ça a été difficile parce qu'il y en a peu se livrent beaucoup sur l'expérience, et en croisant des dizaines, on va dire, de petites parties de gens qui ont témoigné, j'ai réussi à regrouper beaucoup d'informations. Et encore une fois, j'ai appris des trucs de ouf. That thing right there, I'm never gonna be the same again. What's the worst? I thought I was gonna die. Déjà, comme je vous le disais au début, Russ et en général dans les articles, etc., ils se vantent du fait d'avoir une liste d'attente de 17 000 personnes pour participer à cette expérience. Faut savoir que tout ça, c'est faux, complètement faux, absolument faux. Il n'y a absolument pas 17 000 personnes qui sont en liste d'attente. Potentiellement, je pense que grâce au buzz et grâce à tout, entre guillemets, le buzz et toute la popularisation de ce truc, il y a eu potentiellement, je pense, 17 000 personnes intéressées, curieux pour savoir ce que c'était, mais en aucun cas, il y a une liste d'attente de 17 000 personnes, parce que j'ai retrouvé une ancienne participante qui a témoigné et qui explique que elle a contacté Russ par Facebook pour participer justement au Makame Manor. En discutant avec lui, il lui a proposé de venir faire l'expérience le lendemain. He messaged me back at like 7 or 8 in the evening. There's a slot open tomorrow night if you want to do it. Tout en sachant qu'il y a une seule représentation par semaine. Il y a juste une fois, un jour dans la semaine où il y a une ou deux personnes qui viennent. Comment? C'est pas possible. Vous voyez bien ce que je veux dire, c'est impossible. Donc déjà là, il y a du mensonge. Et surtout, ce qui est à relever, c'est pourquoi Russ aurait complètement bougé du jour au lendemain à l'autre bout des États-Unis, sachant qu'il y a 17 000 personnes soi-disant sur liste d'attente. Il s'est mis dans un endroit où il y avait absolument rien dans les alentours, où il n'y a aucun transport, qui est perdu au milieu de rien. C'est impossible. En fait, il a tout simplement voulu faire monter une hype et faire monter la cote de popularité de son établissement en disant qu'il y avait 17 000 personnes en liste d'attente, ce qui est totalement faux. Et d'ailleurs, pour participer à cette expérience aussi, c'est un peu bizarre parce que vous devez vous faire ajouter sur un groupe Facebook. And it said you needed to add yourself into this Facebook group and then add Russ on Facebook. I did both of those. I was accepted into a private Facebook group. The people that are in that closed group, not all of them, but for the most part, they are fucking insane. I'm serious. Une fois que vous avez été approuvé par les anciens participants, vous parlez avec Russ qui vous donne par la suite un lieu, une date, un lieu de rendez-vous et qui vous dit également que pour participer à l'expérience, il faut être en tenue de pyjama, en tenue mignonne, en costume, en truc cute. I'm dressed up like a clown. It's my outfit. Déjà là, encore une fois de plus, c'est vraiment pas normal. C'est extrêmement étrange comme façon de faire, faut se l'avouer. Et de toute façon, si vous essayez d'aller sur le site, vous trouverez rien comme information parce qu'il est extrêmement mal fait. Il est vraiment... Même le site est flippant en fait, à vrai dire. Il est étrange. Il y a Christina qui est une ancienne justement participante du Makame Manor qui l'a fait plusieurs fois. Ce que je comprends pas, elle est complètement malade, mais peu importe. Christina, elle habite à l'autre bout du monde, elle a fait plus de 19 heures de route pour se rendre au Makame Manor, pour le faire du coup plusieurs fois. Et la deuxième fois, lorsqu'elle l'a fait, c'était en 2015 il me semble, et elle a dit que c'était vraiment encore plus violent, encore plus brutal qu'auparavant, et que ça montait crescendo au fur et à mesure des années. Comment on peut monter plus crescendo que tout ça? Comment c'est possible?
Et vraiment, quand on l'entend parler, elle regrette clairement de l'avoir fait plusieurs fois, et elle regrette de l'avoir fait tout court, et que jamais elle voudrait y retourner, parce que vraiment, finalement, ça lui a vraiment pas plu. It was brutal. It was really horrible. Et d'ailleurs, dans sa dernière expérience, elle s'est retrouvée complètement le crâne à moitié rasé, rempli de scotch, jeté dans des fossés, noyé. C'est vraiment horrible, c'est des scènes de torture extrême. Glad that we actually did we my body further than what it went the first time. Is this a good idea? You understand what I'm telling you? Yes! No! Et toujours lors de sa dernière expérience, elle a prononcé le safe word, une phrase qu'il faut dire si vous voulez arrêter l'expérience. Elle l'a dit, et malgré ça, son expérience d'horreur a continué, sa torture elle a continué, elle s'est pas arrêtée. I was yelling, literally yelling safe word. Yeah, they didn't care. Elle a continué à être brutalisée, elle s'est retrouvée dans un van enfermé et elle s'est fait jeter en plein milieu d'un parking de magasin vide. Et elle raconte qu'elle était complètement perdue, elle savait plus ce qui se passait, elle était vraiment dans un état super mal. En réalité, le safe word, c'est un moyen d'arrêter l'expérience quand vous en pouvez vraiment plus, vous arrêtez, vous prononcez votre safe word. Il est défini avant, au moment même où vous signez votre contrat, c'est quelque part ici, je l'ai. Vous devez définir vous-même une phrase que lorsque vous allez la prononcer, l'expérience va s'arrêter, c'est que vraiment vous êtes à bout. Anciennement, le safe word n'existait pas, donc la seule solution d'arrêter l'expérience, c'était soit de tomber dans les pommes, soit de faire une crise de démence. C'est vous dire à quel point ça allait loin. Ça a été suite à beaucoup trop de demandes que, justement, le safe word a été mis en place. They want it out, but of course, you know the rules. I don't let them out. Entre-temps, depuis son divorce avec son ex-femme Carol, Russ il avait trouvé une autre compagne. Mais ils sont pas restés très longtemps ensemble et elle a fait des aveux assez troublants le concernant. Elle disait qu'il avait des photos de ses enfants dans des positions assez sexuelles. Ils étaient habillés, mais c'était des positions qui avaient une tendance très sexuelle. Et elle avait trouvé ces photos justement dans un bac à photos. Elle a dit quelque chose d'assez fort et grave le concernant. Elle a dit que c'était un pédophile passif, dans le sens où c'est un pédophile mais qui n'agissait pas. Was so extreme, but then I saw pictures of him they took of his boy, and his boy was fully clothed, but it was weird, like the child would just pose in like a very sexual manner, like show his bottom to the camera. I was like, what the fuck is this? Mais elle a dit qu'il se rend très souvent dans des supermarchés pour aller observer les enfants, les petites filles, il regarde les petites filles en robe, il regarde les enfants, il a vraiment une vraie attirance pour les enfants. He would go to Walmart while I was there shopping, and he would just be looking at kids in like in dresses and skirts, girls, boys, teenagers. Donc bref, vous l'avez compris, c'est horrible. Et là on parle de quelqu'un qui est là, toujours là, qui est là. Hein. Donc bref, vous le comprenez, mais vraiment c'est terrifiant pour le coup. Mais le point qui m'a le plus, on va dire, titillé dans mes recherches, c'est le fait que Russ filme absolument tout. Il filme toute la durée d'une expérience, il filme tout, il est là tout le temps présent à côté de, pas de la victime, mais du participant ou des participants. For me, it's about making that special Kodak moment. Jeez. Hurry up, go. I'm gonna hand you 3 forms. Sit up. You are a psychopath for coming here. Et il est là du début à la fin, que ça dure 2 minutes ou 6 heures. Et il filme absolument tout. C'est pas lui qui inflige les tortures, c'est ses comédiens, c'est ses acteurs, ses employés. Mais lui est tout le temps là, il filme tout, il a tout le temps sa caméra à la main, tout le temps sa lampe frontale. Seulement, il y a quelques extraits qui sont dispos sur YouTube, mais il y a absolument pas l'historique des 20 ans de la maison hantée qui sont sur YouTube. Donc, pourquoi tout filmer s'il met pas sur YouTube? Vous allez me dire, les participants ils repartent avec la vidéo. Et non, parce que dans le contrat, si on regarde bien à l'article 96, c'est précisé que les participants ne repartiront jamais avec un extrait vidéo de leur expérience. Et Christina, qui a fait l'expérience plusieurs fois, elle précisait qu'à chaque fois que Russ à chaque fois que son expérience était terminée, Russ partait immédiatement avec ses rushs, il partait faire son montage sur son ordi et tout. Pourquoi se précipiter faire des montages si la vidéo elle est pas postée sur YouTube en intégralité et si le participant n'a même pas la vidéo? Du coup je me suis demandé mais pourquoi? Et en fait, au lieu de me demander pourquoi, je me suis dit mais c'est pour qui il le fait? Pour qui il monte les vidéos? Pour qui il se dépêche comme ça? Faut savoir que dans énormément d'interviews, Russ il explique qu'en fait il se considère comme un artiste et que ce qu'il fait c'est déjà de l'art, mais c'est aussi une expérience cinématographique. Et pour lui l'expérience c'est le tournage d'un film, et lui ce qu'il veut c'est des beaux plans, il veut des beaux cris, il veut des belles frayeurs, il veut des beaux plans. Ce qu'il est à la recherche c'est de plans, vraiment de trucs cinématographiques.
Mais pour moi c'est pas clair. C'est pas clair et du coup j'ai réussi à faire un lien entre deux éléments que j'ai cités. Russ, il réclamait pas d'argent pour faire cette expérience. To bring dog food because you didn't pay to get in, you just donated dog food. Et si en fait ce manoir c'était qu'une manière de créer un business caché permettant à des personnes sadiques pour voir des vidéos de gens se faire torturer. Et j'ai trouvé un témoignage qui disait « La peur est parfois comme une drogue, et quand vous ne la sentirez plus, vous irez à l'extrême pour l'obtenir. Russ McCamey profite de ces gens pour répondre à ses propres besoins en tant que sadique. Et si Russ avait une sorte d'attirance pour ces gens qui se faisaient torturer sous ses yeux, c'est une pulsion et c'est une façon de s'exciter. Why do you think your dad likes it? Because he likes to be tortured. Et c'est en allant encore plus loin dans mes enquêtes que ce que j'ai trouvé, ça m'a juste fait flipper. Il y a beaucoup de théories qui disent que en fait l'expérience elle serait filmée en direct et elle serait diffusée sur le dark web pour que des personnes puissent payer pour assister à des tortures légales de personnes. Ça paraît fou quand même, enfin c'est n'importe quoi. Et bah pourtant, c'est vrai, c'est le cas. Le dark web en gros c'est une sorte d'endroit dans lequel toute chose d'horrible et d'illégal se passe. C'est un peu une sorte de sous-internet. Si vous savez pas ce que c'était, je vous mettrai en fiche une description de ce qu'est le dark web plus en profondeur. Mais dans l'idée, retenez bien que c'est quelque chose où des choses étranges se passent. Et donc, l'expérience est bel et bien en live stream. Ils sont bel et bien filmés en direct. Et c'est diffusé à 3 endroits dans le monde qui sont Las Vegas, les Philippines et la Thaïlande. Les personnes qui veulent suivre en direct une expérience de torture qu'est le McCamey Manor accèdent à ce qu'on appelle des Red Rooms et voilà comment ça fonctionne. Une Red Room, c'est un live stream de quelqu'un qui soit se fait torturer ou soit se fait tuer en direct. Il faut payer pour accéder à ces Red Rooms et certaines personnes peuvent diriger la torture ou les meurtres en payant. Donc vous vous doutez bien que tout ça n'est absolument plus un jeu et que c'est absolument pas légal ce que c'est ce truc. Visiblement, les gens qui participent à l'expérience ne sont pas tous au courant de cette réalité, ou alors du moins ils s'en rendent pas vraiment compte durant l'expérience, ils sont tellement occupés à faire malheureusement à subir autre chose qu'ils sont pas concentrés sur ce qui se passe et que des gens sont en train de les regarder et que Russ essaye de agir en fonction de ce que certaines personnes lui disent, certaines personnes ont payé. Look throughout the hunt, you're gonna see a lot of cameras. These cameras are here for a reason. They're not here for me. Right now you're currently being watched by over 75 people. I want you to raise your hand and say hello to those people right now. Raise your hand, say hello. Hello. They are a group of fans who have paid money to watch you two go through this haunt. They will be telling us what they want to see happen to you. They are in control. You also have choices. Every choice you make has a consequence. You understand me so far? Donc c'est de cette façon que Russ financerait le McCamey Manor. And he is a fucking sociopath. The haunt is being streamed live to a certain area, and these folks are talking to us, and they're giving us directions on what area, what zone they want to have the folks go to, what challenges they want to see happen. En tout cas, depuis le début du McCamey Manor, absolument personne n'a réussi à résister jusqu'aux 6 heures d'expérience. Personne n'a donc remporté les $20 000. Mais justement, la réalité, elle est tout autre, puisqu'il n'y a absolument pas $20 000 à mettre en jeu, c'est simplement un appât fictif qui n'existe pas, puisque personne n'arrivera jamais à aller jusqu'aux 6 heures. Il y a un ancien militaire qui était à 7 minutes d'arriver à 6 heures d'expérience, sauf qu'il a jamais gagné, parce qu'il était tellement fort psychologiquement qu'ils ont décidé de l'atteindre physiquement. Ils l'ont mis en état d'hypothermie, ce qui est une clause dans le document qui impose qu'en cas d'hypothermie, l'expérience s'arrête immédiatement, et donc en le mettant en situation d'hypothermie, ils ont dû arrêter l'expérience, et donc qui dit arrêt de l'expérience dit pas de gain. Ça vous prouve qu'en gros, à tout moment, on peut vous faire arrêter si jamais vous êtes très fort. C'est arrivé une seule fois. Et vous allez sûrement peut-être vous demander, mais personne n'est jamais mort dans ce genre de truc. Et non, personne n'est jamais mort. Il y a une seule fois une personne qui a fait une crise cardiaque à l'intérieur, et ça a juste amusé Russ. C'est tout ce que ça a fait. We have had one heart attack for real. 7 years ago we had a heart attack. That was good stuff. Je vous mets un screen ici à l'écran de Russ et d'un participant où on peut voir Russ dire que tout simplement s'il veut gagner l'expérience, il ne faut pas montrer ses faiblesses parce que les personnes justement qui sont dans ces Red Rooms comprennent quelles sont tes faiblesses et te les font subir et appuient ta faiblesse, ce qui fait en sorte que tu pourras quoi qu'il arrive jamais y arriver. Donc son conseil à lui c'est de pas montrer sa faiblesse. Et ça se termine pas ici une fois que vous avez terminé l'expérience puisque vous êtes maintenant dans le groupe Facebook du McCamey Manor. Et Russ a la légère tendance, apparemment, à harceler, entre guillemets, les anciens tortionnaires du McCamey Manor,
parce qu'il leur demande souvent d'aller, entre guillemets, le défendre sous des articles de presse à son encontre, contre des publications Facebook, contre... en fait, il est assez insistant et il lâche pas vraiment la grappe aux anciennes personnes à qui il a fait subir son expérience. If someone spoke out against him in any way, whether it be just on Facebook or in the Facebook group, he would send people to attack this person on Facebook. He would actually like screenshot their post or their profile or their comment or whatever it was that made him upset. He would post it on his personal page and tag them in it and then encourage people in the comments to just like bully this person essentially. Ah oui, et il demande aussi aux gens d'aller clamer sur les articles, en vidéo, etc., en interview, à quel point il est grandiose et à quel point l'expérience est exceptionnelle. Alors maintenant, dès que vous entendrez parler du Makame Manor, de la pire maison hantée au monde, repensez à toutes ces choses que vous venez d'entendre. Le Makame Manor est toujours ouvert, vous pouvez toujours porter candidature pour participer à l'expérience. Beaucoup de gens par contre veulent sa fermeture, il y a d'ailleurs une pétition qui a été créée. Mais pour finir, je dirais que le Makame Manor n'est pas une maison hantée comme on peut le lire dans tous les articles, dans toutes les vidéos, dans tous les reportages. C'est ni plus ni moins qu'une salle de torture légale qui sert à assouvir des pulsions dégueulasses et qui profite de certaines failles en fait. Et au-delà de tout ça, l'expérience n'est pas sans conséquences puisque beaucoup de participants mettent des mois et des mois avant de retrouver une santé mentale stable et une santé physique correcte. Ne croyez donc pas tout ce qu'on peut lire, voir et entendre. Observez, regardez, ouvrez l'œil et méfiez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Théo Gordy, à bientôt.